Le terme pré-crime vient du film Minority Report, dans lequel il est question de prédire les délits qu'un individu s'apprête à commettre. On peut ensuite arrêter l'individu avant son passage à l'acte. Si vous m'aviez parlé il y a 30 ans du système de localisation des tirs, des caméras de vidéosurveillance dans la rue ou de prédiction des délits, je vous aurais traité de fou. On ne parle pas d'un avenir lointain, là. Tout ça existe déjà. C'est la sécurisation de notre société. Je ne sais pas du tout comment les technologies vont évoluer dans les 5 à 10 prochaines années au sein de la police. Quand on voit où on en est, ça promet d'être phénoménal. Peut-on vraiment prédire un crime avant qu'il n'arrive? Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, je me suis dit, voilà, on y est. Hollywood fusionne avec la vraie vie. On a un logiciel qui sait prédire où et quand un crime aura lieu. Des policiers qui arrivent sur les lieux du crime avant le criminel. Des ordinateurs qui sortent la liste des noms des meurtriers de demain. C'est ça le pré-crime. Un ami a écrit: à l'horizon se dessine une chose inconnue qui, sans que nous le soupçonnions, fera un jour partie de nous. La liste de sujets stratégiques, appelée dans notre jargon SSL, est un système que nous avons développé à Chicago en partenariat avec un professeur de l'Institut de technologie de l'Illinois. Il permet d'évaluer les personnes présentant le plus de risques d'être mêlées à des faits de violence. Ce système fait un classement et nous indique sur quels individus nous devons nous concentrer dans le but d'éviter des violences. Nous avons à notre disposition tellement de données et de caméras de surveillance. Lesquels devons-nous regarder? Et les réseaux sociaux, il en existe tellement. Comment savoir sur quoi se focaliser? Voilà en quoi consiste l'aspect prédictif du système SSL. Le système a été testé en 2012 pour être mis en service en 2013. La police a sorti une liste de plus de 400 noms de personnes qui entraient dans les critères. Des gens qui étaient les plus enclins à la violence, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'auteur. Chaque district de police s'est retrouvé avec 20 noms. Je ne sais pas exactement comment la sélection a été faite, mais cette liste a été établie à partir d'algorithmes. Et les personnes sur cette liste n'étaient pas forcément des criminels endurcis. Ils avaient parfois de mauvaises fréquentations ou vivaient dans le mauvais quartier.
Mr. Robert McDaniel? Yes. Hi, I'm Commander West, and I'm with the 15th District Chicago Police Department. May we come in? Yes. Prenons l'exemple de Robert McDaniel. Il n'était pas un criminel endurci. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des délits mineurs. Jeux d'argent, consommation de crack et de marijuana. Des petites choses. Mais les gens avec qui il a été arrêté, ou au moins une de ces personnes, a été victime de violence. La logique veut donc que Robert apparaisse sur la liste parce qu'il a un lien avec une personne victime de violence et qu'il a un jour été arrêté en même temps qu'elle. J'avais pas de travail, j'avais arrêté l'école. C'était soit je me trouvais un job, soit je vendais de la drogue. La drogue, c'était pas mon truc. J'ai essayé d'obtenir l'équivalent du baccalauréat, mais ça n'a pas marché. C'est pendant cette période qu'ils ont commencé à me suivre. Les policiers me tournaient autour, ils m'appelaient par mon nom, me demandaient où j'allais, tout ça. Un jour, le commandant West est venu sonner chez moi. Elle était avec un travailleur social, je ne me souviens plus de son nom. Ils m'ont dit que j'avais été soumis à un genre de test, parce qu'on considérait que je représentais un risque de tirer sur quelqu'un ou sur moi-même. On était 400 à Chicago à être sur cette liste. Mr. McDaniel, as part of our violent reduction strategy, our software has generated a list of potential criminals, actors, and victims. We are here today to inform you of the fact that our computers have placed you on the heat list of the police department. Now, should you decide to continue to engage in criminal activity, you should know we're going to charge you, and we will prosecute you to the fullest extent of the law. Je pense que ça nous tombe dessus parce qu'on a connu des gens qui traînaient dans la rue. En tout cas, après le test, on te met sur une liste des 400 personnes les plus dangereuses de Chicago. Depuis quand on est dangereux quand on fume de l'herbe ou du crack? On ne fait de mal à personne. L'historique montre tous les délits auxquels un individu est associé. En bas, ce sont les interactions qu'il a eues avec la police. Ça peut être une arrestation, un contact ou en tant que victime. On sait qui il voit, où il va. Tout ce qui ressort de ses liens avec la police est inscrit ici. Descends un peu, s'il te plaît. Ici, c'est tout ce qui sera rassemblé et envoyé sur le terrain en moins de 15 minutes. Donc, si cette personne est victime d'une fusillade ou d'un délit violent, ils ont tout son casier judiciaire. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure, ce sont les antécédents de l'individu. Il y avait 25 ou 30 arrestations dans ce cas. Figurent aussi les personnes avec qui l'individu entretient des contacts. C'est une liste plutôt exhaustive qui permet d'analyser les connexions et de voir comment le réseau interagit. L'idée est de centraliser toutes les données nous concernant et dont le gouvernement dispose dans tous les domaines.
Nos antécédents judiciaires, nos contacts, nos saisies immobilières, notre dossier psychiatrique, nos aides sociales. Tout serait entré dans un logiciel spécial qui ferait le lien, grâce à un numéro de téléphone, avec chaque source de données. C'est une chose qu'on n'aurait même pas imaginée. Et c'est une technologie qui est possible aujourd'hui. Résumons. Premièrement, ils prennent très au sérieux les algorithmes qui permettent de lutter contre la criminalité. Deuxièmement, Robert McDaniel se trouve du mauvais côté de l'algorithme. Troisièmement, en dehors de ces développeurs, personne ne sait comment fonctionne l'algorithme qui a généré cette liste. Quatrièmement, en 2016, des statistiques ont montré que 2,0876 personnes sont tuées chaque jour à Chicago. Comment fonctionne véritablement l'algorithme qui nous promet la sécurité ? Si j'avais à faire un film sur le predictive policing, je me poserais une série de questions. D'abord, j'essaierais de comprendre dans quelle mesure les données façonnent les algorithmes. Ensuite, dans quelle mesure les usages de ces algorithmes sont respectueux du cadre juridique qui nous protège du contrôle abusif de la police. Et enfin, dans quelle mesure les algorithmes transforment les rapports entre les citoyens et la police. On commence à comprendre que la police, contrairement à ce qu'on croit, en fait, ne permet pas de prévenir le crime. La période des années 70-80 est une période où on voit le crime augmenter assez rapidement et les volumes commencent à être importants. Alors dans ce contexte-là, il faut réformer la police. Il faut réformer la police pour qu'elle ne soit plus seulement un acteur qui réagit, un acteur réactif au crime, qui réagit dans l'urgence, mais pour en faire un acteur proactif. Donc pour en faire un acteur proactif, on va beaucoup compter sur les technologies. Un algorithme, c'est une machine, enfin c'est un programme. C'est un programme informatique qui prend des données en entrée. En l'occurrence ici, c'est des données de crime. Donc tel crime, un cambriolage a lieu à tel endroit, à tel moment. Donc on part sur une base de données suffisamment importante. Connaissant 3 ans de cambriolage à Paris, es-tu capable de me dire dans la journée de demain quelle est la probabilité que j'ai un cambriolage dans telle rue ? Donc la sortie, en fait, en sortie, on va obtenir une probabilité par endroit et pour une période donnée d'avoir un certain type de crime ou d'action, d'événement. En fait, ce que vous appelez algorithme, en l'occurrence, c'est ce que nous appelons plutôt un modèle, c'est quelque chose qui interprète les données. Donc, qui va essayer de modéliser des données qui sont récoltées et qui va essayer de faire un sens de ces données sur la base de quelques lois simples.
Nous travaillons sur la prédiction policière dans le Kent depuis 3 ans. Nous utilisons un système appelé PredPol. Il permet principalement d'opérer une stratégie de patrouille et informe les agents sur les zones les plus à risque pour chaque journée. Les patrouilles se mettent alors en place à ces endroits et font leur travail habituel. Nous trouvons ce système très polyvalent et très facile d'utilisation pour les agents. Pour nous, il est opérationnel. Nous avons joué un rôle important dans le développement du système américain PredPol tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour l'avenir, nous cherchons à développer la prévention des délits dans des domaines moins tangibles, comme le crime organisé, l'esclavage moderne, le crime sexuel et la protection des frontières. C'est notre prochain défi. Nous travaillons avec PredPol sur la fusion des données en collaboration avec le Bureau de l'Intérieur et le gouvernement britannique, dans le but d'améliorer le travail de prédiction criminelle. La liste est intéressante. Le crime organisé, la traite des êtres humains, le crime sexuel, la protection des frontières. Un seul et même algorithme qui cible les criminels et les migrants. Question, qui cible-t-il d'autres? Question, qui est protégé de qui? Question, qui est protégé par l'algorithme? Et qui ne l'est pas? PredPol, il fonctionne sur l'idée que si vous avez été victime d'un crime une fois, vous avez beaucoup de chances d'être victime d'un crime une seconde fois. Et votre voisin, lui aussi, a beaucoup de chances d'être victime d'un crime par contagion. Donc de là, ils se sont inspirés d'un algorithme qui, lui, aussi a une idée assez proche, mais qui est utilisé dans un champ complètement différent, qui est la sismologie. S'il y a eu un séisme une fois, le séisme, le premier séisme, fonctionne comme un déclencheur des autres séismes. Donc ils vont utiliser de manière assez astucieuse cette analogie entre la répétition des crimes et la répétition des séismes après un choc principal. Voilà ce qui fonde le modèle de PredPol. Les gens qui ont mis en place ce logiciel sont en particulier George Muller est un mathématicien qui n'est pas lui-même sociologue en définitive. Ils ont effectivement utilisé une partie de mes travaux. En fait, ils n'ont pas de compréhension de la dynamique sociale du crime. Ils s'y intéressent absolument pas, je pense. Voilà. Et donc, ils ne cherchent pas à dégager des causes, même si pas toujours. C'est infini de chercher des causes du crime. Mais produire une analyse compréhensive qui, en même temps, permet de voir un peu d'intelligibilité sur ce qui se passe en matière criminelle, ça me semble être hyper important et ça, ils ne le font pas. Il n'y a pas d'intelligibilité finalement dans la machine. L'algorithme au sein de PredPol se base sur ce qu'on appelle la théorie des activités routinières, qui stipule que nous avons tendance à répéter les mêmes choses tous les jours. Je fréquente toujours le même supermarché et je prends toujours le même itinéraire pour y aller. Je vais toujours dans le même bar. Les délinquants fonctionnent aussi comme tout le monde. Ils ont leurs habitudes et n'aiment pas prendre de risques. En grande partie, la théorie de PredPol repose sur de sérieuses recherches criminologiques menées en Europe pour la plupart.
On constate un comportement répétitif, que ce soit chez la victime ou chez le criminel. Au départ, nous avons fourni au système 5 années de données criminelles et 3 années de données de comportements antisociaux. En ajoutant le nombre d'années depuis sa mise en service, on en arrive à une base de données de 8 ans en matière de délinquance et 6 ans en termes de comportements antisociaux. Nous envoyons des informations au quotidien. Celles-ci sont ensuite analysées, puis nous sont renvoyées sous la forme d'une carte Google Maps contenant des cases rouges. Ces cases représentent les zones à haut risque. C'est là que nous allons envoyer nos patrouilles d'observation. Avec PredPol, pour prédire le crime, la seule chose qui compte, finalement, c'est le crime lui-même. Les données que PredPol utilise pour prédire le crime prédisent avant tout la probabilité qu'ont les gens à déclarer un crime à la police. Donc lorsque la police agit à partir de ces données qui remontent, finalement, elle agit systématiquement auprès de ceux qui ont bien voulu alerter la police. Donc c'est l'un des biais principaux de ces approches-là, que l'on se mette à croire que l'on a produit de la sécurité, puisque les données semblent le dire, alors même qu'une partie importante de la population, qui n'a pas été captée par ces données, pourrait continuer de s'ouvrir aux problèmes de sécurité. Donc à partir de là, il n'y a pas d'erreur dans ce sens-là, il y a seulement une offre de sécurité qui est biaisée. Ils utilisent un système de classement qui prédit le niveau de violence potentielle de l'individu. Robert a la note de 215, ce qui signifie qu'il a 215 fois plus de chances de recourir à la violence qu'un autre. Mais il est loin derrière d'autres individus figurant sur la liste. Beaucoup avaient 500 fois plus de chances de basculer dans la violence. Et ce n'est pas forcément à cause de leur casier judiciaire, mais plutôt à cause des personnes avec lesquelles ils ont été arrêtés. Ce qui fait très peur, c'est que certaines entreprises se mettent à donner des notes à tous les citoyens. Lors des dernières élections présidentielles, les républicains comme les démocrates ont ciblé les familles indécises pour les convaincre de voter pour eux. Parce que les informations sont à disposition, que vous ayez des antécédents ou pas. La police achète les données que d'autres possèdent. Cette notation de la société est évidemment effrayante. Au-delà d'une violation de la protection de la vie privée, c'est le gouvernement qui finit par détenir les informations, ce qui est encore autre chose. Aux États-Unis, nous laissons facilement de grosses entreprises comme Google et Apple avoir accès à notre vie privée. Pourtant, nous ne voulons pas fournir l'État. Mais on constate une convergence des données. Les entreprises privées collectent des informations et en donnent l'accès à différents services de police. Donc les informations sont connues. Même si la police ne les possède pas, les entreprises privées les ont. Voilà la situation. La technologie permet de réunir un maximum d'informations. Un like sur Facebook, et c'est dans la mémoire. Nous partageons des données, et notamment des informations personnelles. Elles circulent sur le net, puis une mise à jour vient générer de nouvelles données. Et ainsi de suite. C'est le data mining, c'est sans fin.
Quelque part tout au bout de la chaîne virtuelle se trouvent des gens complètement perdus, comme Robert McDaniel. La sphère privée? Quelle sphère privée? La question est, pourquoi s'inflige-t-on de tels moyens de surveillance? Il n'y a pas eu de vote démocratique à ce sujet. Est-ce bien ce que nous voulons? Voulons-nous une société entièrement surveillée, où chaque citoyen se voit attribuer une note, comme l'envisage la Chine? D'ici 2020, tous les Chinois se verront attribuer une note qui permettra de dire s'ils sont de bons citoyens, si leur poste de travail leur est adapté, s'ils ont droit à un deuxième enfant. Voulons-nous une société comme celle-là? Et surtout, pourquoi allons-nous vers ça? La réponse est évidente. Parce que nous avons besoin de croissance économique. Nous prenons ce chemin parce que nous devons gagner de l'argent. Les acteurs économiques, les géants de la technologie ont compris il y a déjà quelques années qu'avec les données personnelles, avec l'évaluation des citoyens, il y avait beaucoup d'argent à la clé. Alors ils ont implanté cela dans le modèle économique. Je parle de tous les géants de la toile, nos marques préférées qui nous accompagnent au quotidien, les marques phares de la Silicon Valley. Les algorithmes et les statistiques permettent d'identifier des comportements types. Donc, si un cambriolage a eu lieu dans une zone donnée, il y a de très fortes chances que cela se reproduise. C'est prouvé statistiquement. On appelle cette zone à risque de récidive une Near Repeat Area. Ici, nous en avons sélectionné une. Les cases que vous voyez font 250 mètres de côté. Le code couleur est en rapport avec le taux de probabilité. En rouge, les zones de forte probabilité de récidive, en jaune, une probabilité moyenne et en vert, une faible probabilité. Les collègues peuvent donc anticiper le type de délit et les zones concernées. Le 30 octobre, dans ce secteur, on signale un délit déclencheur. Les jours suivants, on constate des délits similaires. Entre le 30 octobre et le 1er novembre, un immeuble a subi une effraction. Le 2 novembre, il y a eu la première réplique du délit, puis une autre le 5 novembre. Tout s'est produit dans la même zone. Puis le 7 novembre, on a constaté un nouveau délit. La prédiction s'est donc vérifiée. Il y a eu un premier cambriolage suivi par d'autres les jours suivants, et ce, dans la même zone. On constate que les délimitations de couleurs étaient bien placées. Tout s'est déroulé dans la case rouge, c'est-à-dire dans un secteur à haute probabilité de délit. Der junge Mann da drüben, der mit der Tasche. Schauen wir uns mal an. Die Polizei, guten Abend. Bleiben Sie gerade mal stehen. Polizeikontrolle. Stellen Sie gerade mal die Tasche ab. Haben Sie einen Ausweis dabei? Hätte ich mal gern gesehen. Vielen Dank. Herr Derger Yildirim. Nehmen Sie mal die Hände aus der Tasche, bitte. Wann sind Sie denn geboren? Am 20. Januar 92. Okay. Sie kommen aus Perlach? Was machen Sie dann hier in Garching? Ich war bei Bekannten. Bekannten waren Sie, okay. Check gerade mal. Ja. Was haben Sie in der Tasche drin? Meine Schlafsachen. Haben Sie Drogen dabei? Nein. Eine Personenkontrolle, bitte. Ist mir irgendwie mit der Polizei aufgefallen? Yildirim. Y-I-L-D-R-I-M.
Ida, Ludwig, Dora, Richard, Ida, Martha. 20.01.92 in München. La police est donc davantage vigilante s'il y a eu un précédent. Par exemple, en hiver, on sait qu'il y a beaucoup de cambriolages. Si une alerte est donnée dans une zone, les agents ciblent leur patrouille. Wohnadresse wäre Perlach, Sauerlacher Straße 12. Bei Ihnen würde ich auch gerade mal gucken, gehen Sie mal einen Schritt nach vorne. Einfach locker stehen bleiben, ich taste Sie gerade mal ab. Passiert nichts. Was haben Sie denn hier drin? Holen Sie es gerade mal raus, bitte. Les informations collectées lors des patrouilles, des événements suspects par exemple, sont transmises à la police judiciaire. Il s'agit d'informations précieuses. Un soir, 2 personnes ont été contrôlées. Elles ont donné des explications peu crédibles quant à leur présence dans cette zone qui était en alerte. Leur identité a été contrôlée et elles ont été mises sous surveillance. Quelques semaines plus tard, on a pu prouver qu'elles avaient commis des délits. Cela prouve qu'on a la possibilité d'être au bon endroit au bon moment. So, Herr Yildirim, wie wollen Sie nach Hause? Mit der U-Bahn. Haben Sie ein Ticket dabei? Nein, noch nicht. Müssen wir noch eins kaufen. Ist ohne. Ist ohne. Gut, Herr Yildirim, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Okay? Ja, wiedersehen. Wiederschauen. Wenn ich Sie ganz kurz was fragen dürfte, die Situation, so wie sie jetzt ist eine realistische Kontrollsituation für Sie? Absolut. Worauf achten Sie? Einmal auf unsere Sicherheit bei der Kontrolle und dann auf das Klientel, weil U-Bahn-Bereich, gefährdeter Bereich. Hier zu dieser nachtaktiven Zeit ist natürlich die Radelständer, wo natürlich gerne mal auch Radl gestohlen werden. Und dementsprechend schauen wir uns, wie der Kollege das jetzt auch gerade gemacht hat, gerne auch das Gepäck an, um zu sehen, ob wir da eventuell auch mal einen Bolzenschneider drin finden. Er war jetzt mit der Kappe getarnt, hat jetzt im Prinzip auch auf Sehen von uns den Blick abgewandt. Das sind dann schon so Sachen, also wenn Personen einfach uns so versuchen zu meiden. Das ist einfach sehen und fühlen. Und daraus besteht unsere Polizeiarbeit. Ja, zu 98% kann es sein, dass wir daneben liegen. Ja, aber wir haben ihn kontrolliert, wir haben nichts festgestellt. Er kann auch jetzt um die Ecke gehen und kann tatsächlich aus dem Gebüsch einen Bolzenschneider rausziehen. Ja, hat es aber hier geschickt gemacht. Ja, aber wir haben auch einen gewissen Prozentsatz, wo wir sagen, ja, da hat es gepasst und da haben wir eine Straftat verhindert. Na, der war sauber, das ist doch schön. La prédiction policière que nous mettons en place en Allemagne n'est pas du tout la même que celle qu'on trouve aux États-Unis, où les personnes sont notées et cataloguées. Peut-on facilement inverser la tendance? Bien sûr. À partir du moment où vous avez un budget développement, un budget recherche et un budget informatique, vous pouvez construire votre arsenal algorithmique. Ça peut aller vite. Quand quelqu'un fait une demande de crédit, il doit fournir un certain nombre d'informations. Le logiciel appelé Beware permet un accès aux bases de données des institutions financières, des tribunaux ou de tout autre établissement prêteur. Beware interroge simultanément tous ces endroits. Quand on reçoit un appel concernant une situation dangereuse ou un délit en cours, on entre l'adresse en question dans le logiciel. Celui-ci fait une recherche automatique dans ses bases de données et informe l'opérateur en temps réel sur l'endroit. On connaît le nom des personnes qui y ont vécu ou qui y vivent encore, leur numéro de téléphone, leur adresse précédente, leurs relations. Beware permet également une recherche sur les réseaux sociaux et rassemble tout type d'informations en lien avec une possible menace. La théorie sur laquelle repose Beware est logique. Si j'étais agent de police et que je devais entrer dans une maison que je ne connais pas, j'aimerais avoir un maximum d'informations avant d'y aller. Mais le problème,
est que si l'information provient d'un courtier de données, elle n'est pas forcément fiable. On vous dit par exemple qu'il y a potentiellement une personne dangereuse qui habite à cet endroit, mais peut-être qu'elle a déménagé. C'est comme quand on reçoit des échantillons de magazines pour enfants dans sa boîte aux lettres, alors qu'on n'a pas d'enfants. Les informations venant de ces revendeurs de données ne sont pas toujours exactes, et ce n'est pas leur but. Ce qu'ils veulent, c'est vendre. Si les algorithmes utilisés dans le secteur privé ont permis aux entreprises de mieux cibler leur public, pourquoi la police ne pourrait-elle pas, elle aussi, en profiter afin de devenir plus efficace dans la prévention des délits? Dans le cas du logiciel Beware, je pense que les aspects négatifs l'emportent sur les aspects positifs. Évidemment, dans un monde parfait et avec un logiciel parfait, il pourrait permettre aux agents de police de travailler de manière plus sécurisée. Mais rien n'est parfait. Le logiciel permet notamment d'éplucher les publications sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter. Par exemple, une femme a fait l'objet d'un signalement par le logiciel parce qu'elle avait posté des commentaires sur Twitter comportant le mot « rage ». La rage est un mot qui a une connotation violente. Mais elle parlait de rage, qui est un jeu de cartes et qui n'a rien à voir avec des intentions violentes ou agressives. Et pourtant, elle a été signalée comme représentant une menace potentielle à cause de ces publications. Si quelqu'un décide de dire qu'il ne fait pas confiance à la police, sera-t-il considéré comme une menace potentielle? Il y a trop de chances pour que l'ordinateur se trompe. Imaginez qu'une fausse information circule au sein d'un département de police connu pour avoir la gâchette facile. C'est le scénario catastrophe idéal. Reprenons une question qui a été posée. Pourquoi s'infliger ces technologies? Pour que les Silicon Valley de ce monde puissent s'en mettre plein les poches, ça d'accord. Parce que nous, utilisateurs, profitons du confort de la planète Google, ça aussi d'accord. Et c'est tout? Et si la toile avait déjà sa propre vie virtuelle née des contributions de ses utilisateurs? Si elle développait ses propres intérêts et besoins? Si elle nous séduisait avec des technologies de plus en plus confortables que nous payons avec nos données personnelles? Et si la liberté n'avait été qu'une illusion? On a voulu imaginer un jeu qui se passe dans une ville virtuelle, où la technologie est partout et où les hackers ont énormément de pouvoir et de contrôle. C'était une idée intéressante, donc on a commencé à se renseigner pour voir ce qui existait déjà. Et on a constaté que la technologie était déjà présente un peu partout et qu'il était techniquement possible d'en arriver là. Donc au lieu de faire de la science-fiction, nous avons ancré notre jeu dans la réalité. On a tous entendu parler du Big Data, ces informations que les caméras et les appareils que nous utilisons rassemblent et stockent. Le téléphone, l'ordinateur, le GPS. On ne sait pas où le stockage se fait et nous l'acceptons. Le Big Data est une technologie neutre. Elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. J'appelle ça l'ombre numérique des gens. On sait combien ils gagnent et on connaît des tas de choses sur leur vie. Dans le jeu, on a un profileur. C'est un document qui synthétise les données de tous les appareils, utilise la reconnaissance faciale et donne les informations de ce Chicago virtuel. Ce n'est pas un jeu dystopique, puisqu'il se passe dans un monde à peine différent du nôtre. Il se base sur la réalité poussée à l'extrême.
Et on pose la question suivante. Et si ça arrivait vraiment? Le scénario n'est pas complètement catastrophe comme dans une dystopie, parce qu'on a encore les moyens de réagir. Expéditeur, Metropolitan Police, service du maintien de l'ordre pour une ville de Londres plus sécurisée. Madame, Monsieur, la police du Grand Londres et ses partenaires s'engagent à réduire les agressions et les délits organisés. Selon nos informations, vous avez été ou êtes lié à un gang qui a des activités criminelles. Si vous êtes impliqué dans des infractions et ne cessez pas, vous êtes susceptible d'être la cible de la police et de ses agences partenaires. Selon la loi relative à l'entreprise criminelle commune, vous risquez d'être reconnu coupable d'un délit et de faire de la prison par le simple fait d'être présent lorsqu'un délit grave est commis, ou d'avoir des liens avec des personnes ayant commis un délit sans avoir essayé de les en empêcher. Vous allez devoir changer votre mode de vie, nous pouvons vous y aider. Vous pouvez parler en toute confiance à un officier de police et ou contacter l'une des organisations figurant sur la liste au bas de cette lettre. Je vous encourage à aller vers elles. Elles peuvent vous aider à rompre vos liens avec les gangs. Salutations, commandant Burrow. C'est n'importe quoi. Quand je relis cette lettre, je repense à l'époque où elle est arrivée. C'est marrant. Tout le monde l'avait reçue au même moment dans mon entourage. Personne ne peut nous interdire de voir les gens qu'on veut voir, d'aller où on veut aller, ou de faire ce qu'on a envie de faire. Surtout pas ceux qui cherchent à nous démolir. Ils mettent ce genre de choses en place pour que justement on tombe dedans. Parce que ce qu'ils ne savent pas, enfin si, ils le savent, la police sait qu'on n'a pas notre mot à dire. C'est exactement comme à l'école, quand tu lèves la main pour demander la parole ou répondre à une question, mais que le prof ne te désigne jamais. Tu es frustré. Tu es frustré et le prof ne te calcule pas, jusqu'à ce que tu pètes un plomb. C'est le seul moment où il va te calculer. C'est ça la mentalité des jeunes. La seule manière de nous faire entendre, c'est de faire peur aux gens. Parce que c'est le seul moment où on nous écoute. Ce qu'on appelle l'entreprise criminelle commune est une doctrine qui a été établie il y a plus de 200 ans, dans le but d'empêcher les gens d'encourager les duels. Quand deux personnes se battaient en duel, au pistolet ou à l'épée, leur second, qui était là pour les épauler, prenait cher si quelqu'un était tué. Cette doctrine n'est pas réellement une loi, mais elle est prise en compte dans les tribunaux. Elle participe au fonctionnement et à la tactique du logiciel Matrix. C'est un système qui n'existait pas quand j'étais encore en service. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Matrix est essentiellement un outil de répression destiné à être plus efficace dans le ciblage des délinquants. Malheureusement, quand on ratisse Internet de façon très large, on finit par impliquer des personnes qui n'ont pas nécessairement de lien avec les gangs. Pourquoi avoir donné le nom de Matrix à ce logiciel? Un nom évocateur, devant lequel on s'incline. La matrix londonienne fonctionne comme la liste de Chicago. Identification des individus, établissement de liens, quadrillage des réseaux sociaux, calcul de probabilité. Attribution de points. Envoi de mise en garde. Flicage. Question. Existe-t-il un algorithme qui cible les crimes en col blanc? Ils sont là, ils attendent, ils observent. Ils circulent en voiture banalisée.
Ils se garent là où on ne les voit pas. Ou ils se baladent en civil pour voir ce qu'on fait. Ils se promènent dans le quartier. Ils savent avec qui tu traînes. Ils savent ce que tu fais. Parce qu'ils t'observent. Tu ne peux pas leur échapper. Je pilote un projet anti-gang dans un quartier d'East London. J'ai des clients qui me disent n'avoir jamais eu d'implication avec des gangs. Mais le vrai problème est la subjectivité avec laquelle le nom de ces personnes est entré dans le système de documentation criminelle. Comment ces gens se retrouvent-ils ensuite dans Matrix? Comment les associe-t-on à des gangs? C'est contestable. Qui vérifie les données au moment de leur saisie? Qui contrôle le travail des agents qui font ces saisies? Je suis pas membre d'un gang. Je fais partie d'aucune organisation, vous comprenez? J'ai juste mon petit cercle d'amis. Et on n'est pas vu d'un très bon œil. Et ça ne changera jamais. Si tu leur dis « je ne suis pas dans un gang », ils vont te demander de quel quartier tu viens. Si je réponds que je viens d'Austin, ils vont dire « c'est le quartier des bagarreurs, des receleurs ». Tu dis que tu sais qui je suis juste parce que tu as mon adresse? C'est peut-être simplement le seul quartier où j'ai les moyens de vivre. C'est ridicule. La police a une mission. Elle fait ce qu'il faut pour l'accomplir. S'il faut qu'elle provoque des délits, si elle doit fabriquer des délinquants, si elle doit te convaincre que tu es un criminel, elle le fera. Un ami à moi s'était fait tuer juste avant ce qui m'est arrivé. Ça a été considéré comme un meurtre de gang. Alors je suppose que c'est pour ça que j'ai été mis sur la liste, comme la victime et moi étions proches. Je ne vois pas d'autre explication. Je ne suis pas plus coupable que mon voisin. Ils ne disent pas quel est l'algorithme utilisé lors de la sélection des personnes. Ils ne nous disent pas d'où ils tiennent leurs informations. Et il n'est pas possible d'être rayé de la liste une fois qu'on y figure. Ça fait peur à beaucoup de gens. C'est effrayant de ne pas savoir comment la liste fonctionne et de n'avoir aucun recours. Ils prétendent utiliser les mathématiques ou la science. Mais les maths et la science n'ont pas toujours raison. Des rapports issus de ces algorithmes peuvent être utilisés au cours d'un procès. Une personne se voit attribuer un nombre. C'est sa probabilité de commettre un délit à l'avenir. Et il peut y avoir des répercussions sur sa condamnation. Des études récentes montrent que ces algorithmes ne sont pas exacts et qu'ils ont un effet préjudiciable en termes d'origines ethniques, par exemple. C'est un danger. Nous voulons que la police soit transparente sur les facteurs qui entrent en compte et sur les algorithmes utilisés, parce que ceux-ci doivent être vérifiables. Je suis venu ici pour faire donc une recherche sur l'entreprise Hunchlab, dans la perspective d'essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, et surtout pour essayer de comprendre ce qui fait la différence entre Hunchlab et donc l'acteur le plus important du marché de la prédiction du crime en ce moment, Predpol. Donc tout d'abord, la police télécharge les données qu'elle possède. Le logiciel est disponible librement sur le site Open Data Philadelphia et possède 800 000 entrées. Le logiciel indique au système le degré de gravité du délit à prévenir. Le préjudice causé par un homicide est équivalent à 8,6 millions de dollars, alors que le vol est égal à 67 000 dollars. Le système a besoin d'unités de mesure pour pouvoir jauger ses sources de données. Est-ce qu'il vaut mieux prévenir les délits mineurs fréquents ou les crimes graves occasionnels? Et comment trouver l'équilibre? C'est la base de la démarche.
Tout cela figure dans l'interface administrative. L'agent se connecte et a accès à la carte de la ville. Pour leur patrouille, les officiers de police de Philadelphie sont affectés par zone, déterminée par ces traits noirs. Donc ils vont sur la carte et ils zooment sur la région qui les intéresse. Et là, on a les cases avec un code couleur. Cette tactique est une recommandation de l'algorithme? Du logiciel, oui. Ce qui signifie que dans quelques années, la machine pourra savoir quelle tactique fonctionne le mieux pour quelle situation. Exactement. Les données ne sont jamais objectives. Mais celles détenues par la police ont le potentiel d'être biaisées de plusieurs manières. C'est une réalité, mais on peut compenser cela en incorporant d'autres données. Plusieurs éléments composent le logiciel. Il y a notamment un outil de planification qui peut être utilisé par le commissariat. Un autre aspect du logiciel est sa version mobile. On peut l'embarquer en voiture pour voir en cours de patrouille si l'endroit où on se trouve est une zone prioritaire. Le logiciel utilise le GPS de la tablette pour définir notre position. Dès qu'on entre dans une autre zone, les informations se mettent à jour. Nous sommes actuellement dans une zone considérée comme sensible au vol. Si c'était notre zone de patrouille, nous y resterions 10 ou 15 minutes. Mais il y a peu de chances pour qu'un délit ait lieu maintenant. C'est simplement la zone qui en présente la plus grande probabilité parmi une sélection de lieux. Et donc c'est là qu'on va mettre des agents. Quand on place des policiers à ces endroits stratégiques, cela signifie qu'ils vont être attentifs à ce qui s'y passe. Mais ils n'ont pas le droit de présumer que tous ceux qui se trouvent là sont des délinquants, sauf s'ils observent un flagrant délit. Si on compare à Predpol, l'algorithme de HunchLab, c'est plutôt un algorithme qui est façonné par une multitude de données. On a des données météo, des données sociales, des données environnementales, etc. Donc une multitude de données. Et de l'autre côté, avec Predpol, on a une solution extrêmement simple, volontairement simple, où on a seulement les événements criminels. La seule chose qui intéresse Predpol, c'est d'augmenter l'efficacité de la machine, en conservant une dynamique commerciale forte. Predpol a déposé un brevet sur l'algorithme et Predpol refuse toute forme d'échange et de discussion sur ce qu'il a fait. Alors que HunchLab s'inscrit dans une démarche complètement différente. Il s'inscrit dans la tradition d'abord de l'open data, puis maintenant de l'open algorithm. L'algorithme ouvert au débat. Nous sommes très prudents quant à l'intégration d'informations personnelles dans notre modèle. Nous pensons que cela pourrait engendrer certains problèmes fondamentaux, comme la violation de la vie privée ou l'exactitude des informations. Nous n'utilisons pas de données de surveillance avec HunchLab, mais c'est une question fondamentale que notre société doit se poser. Dans quelles circonstances est-il raisonnable d'utiliser ce genre de données ? Le big data, nous les utilisateurs et notre sphère privée. Qui aurait pu s'imaginer il y a quelques années que Google serait capable de prédire ce que je vais faire demain grâce à des algorithmes? Par ailleurs, nous commençons à faire parler des objets qui jusqu'ici étaient silencieux. Tout
tout ce qui était muet commence à communiquer et à envoyer des données sur Internet. Ma brosse à dents, ma télé, la puce électronique sous ma peau, mon moniteur d'activité physique, les jouets de mes enfants. Je ne savais pas que ce genre de technologie était utilisée par la police. Mais ce n'est pas surprenant, parce que le développement dans le domaine de la surveillance est constant, au niveau national comme international. Et nous le savons. Nous le voyons à la télé, notamment dans le domaine de la politique extérieure et des actions menées par l'Occident à l'étranger. Ce que j'en pense, je suis très inquiet. Parce que je travaille avec des jeunes adultes et des enfants qui malheureusement sont ou vont à court terme être impliqués dans le système de justice pénale. Parce qu'ils viennent d'un milieu difficile, qu'ils sont issus de la classe ouvrière et qu'ils sont noirs. Si on utilise un logiciel de prédiction qui annonce les actions futures de la population, ils seront toujours en première ligne. Vouloir faire de l'argent en vendant un algorithme à la police, ça montre bien la direction que prend notre société. La solidarité et la démarche humaine disparaissent. On cherche à réprimer les gens de toutes les manières possibles. That's one camera here. Yeah. Then there's one camera over there. See it there? There's one camera over there. You see it? Yeah. Dark. And then there's another camera just back there. Can you see? Yeah. Over there. And so 3 murders in the last year in the park. So what the fuck this camera's doing? Yeah, if they're not being used to solve murders, then obviously they've got some kind of different purpose, really. They hit the tick box to say to people, oh, we're doing something. Yeah, and if you look at these cameras, they're not the kind of ordinary CCTV cameras. Sophisticated. Definitely. It's a kind of box attached to it. And you see, think about it, 3 murders happening here, you know, right as kids play. It's crazy, you know? This is my son has played last 11 Look how many years kids of his are here, life. you know? And that's why more incidents happen here when they're doing just like gated parks. Yeah. You can't get in. Think about how small this park is and how many cameras there are. They've got full coverage of it. And so, you know, where these gang murders are happening, it's weird that they're not able to prevent them with all the intelligence they have. Stingray, triangulation. La triangulation et tout l'équipement de surveillance, je ne suis pas surpris par l'étendue des informations disponibles. Et je pense qu'on est loin d'être au courant de l'étendue de leurs capacités en la matière. Certaines techniques expérimentées pour lutter contre les gangs au sein de la communauté noire deviennent aussi des outils politiques, ce qui permet de mieux les implanter et les développer. Ce n'est que le reflet de la manière dont la police soupçonne davantage les hommes noirs. Ils sont contrôlés, fouillés et interpellés de manière disproportionnée. Un jour, j'étais dans le quartier où habite ma tante. J'allais chez elle. J'étais en train de marcher et j'ai entendu une porte de camionnette s'ouvrir. Je faisais pas vraiment attention, mais j'ai entendu cette porte et des bruits de pas. Je me suis retourné et boum! Je me suis fait plaquer au sol. Les 4 policiers me frappaient au visage. Il y avait une femme et 3 hommes.
Ils se sont carrément jetés sur moi. Je suis myope, donc je n'ai pas bien vu leur visage. J'ai commencé à m'énerver, je me suis retourné et je les ai frappés moi aussi. Au commissariat, ils m'ont dit que si j'avouais que j'avais frappé un policier, ils renonceraient aux autres charges qu'ils avaient contre moi. En réalité, je correspondais à la description d'un cambrioleur qu'ils recherchaient. Jeune, noir, avec un sweat à capuche. On est à Tottenham, les gars. Il n'y a que ça ici, des jeunes noirs en sweat à capuche. On est à l'aise dans ce vêtement, c'est notre façon de nous habiller. Il y a 1 million de personnes, pourquoi moi? Je me suis opposé à leur arrestation. Puis ils ont dit qu'ils abandonneraient les autres accusations si j'avouais avoir frappé un policier. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils essayent de te coincer. Ils étaient dans le quartier, ils m'observaient. Ils m'ont vu dans la rue et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. La police, c'est la plus grande mafia du monde. Donc ils se gênent pas. À Londres et dans d'autres villes du pays, nous représentons un service de police nationale. Il faut se rappeler ce que ça veut dire. Cela signifie que nous avons une obligation de transparence dans nos procédures et dans nos pratiques. J'en ai vu les limites quand j'étais à Scotland Yard et que je présidais la Black Police Association. Et j'ai pu corroborer les multiples accusations affirmant que la police faisait preuve de racisme systémique dans son comportement. Le logiciel Matrix est pour moi une autre forme de racisme systémique. Il fait du profilage racial. Il n'est pas transparent. Il devrait exister une manière de pouvoir se faire rayer de ces logiciels, que ce soit le programme Matrix ou les fichiers ADN. Il doit y avoir la possibilité d'une procédure de recours permettant aux personnes de demander des explications. Le logiciel Matrix, la liste de Chicago, la no-fly list, la selecti list, la liste des surveillants des terroristes. Une fois que vous figurez sur une de ces listes, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que l'ordinateur l'a dit. Parce qu'avec l'algorithme, plus personne n'est directement responsable. Parce qu'il n'existe aucun recours contre une erreur de l'ordinateur. Parce que, soyons honnêtes, cela n'intéresse personne de savoir quelles seront les conséquences du résultat de l'algorithme pour la vie d'un homme comme Robert McDaniel ou Smurf. Dans le jeu, le protagoniste est placé à tort sur la liste des délinquants par le système de prédiction des délits. Le joueur cherche à se faire retirer de cette liste parce qu'il trouve que ce n'est pas justifié. Parce que c'est arbitraire qu'un code puisse décider du statut d'une personne. Donc, la perspective change. On passe de gardien de l'ordre à délinquant potentiel. Les codes n'ont pas de conscience. Et les personnes qui les écrivent ne savent pas toujours comment ils vont être utilisés par la suite, ce qui va se passer après leur conception. Donc, comme un code n'a pas de conscience et que le développeur ne se rend pas compte des répercussions possibles de son programme, qu'il ne connaît pas l'étendue des données qui seront traitées, on peut se demander qui est responsable de la décision du code.
Si toutes les polices du monde étaient en possession d'une liste de délinquants potentiels comme celle de Chicago, les gens comme Roberts se feraient contrôler à tout bout de champ. Et ils auraient l'impression de vivre dans un état policier. Mais la version des forces de l'ordre est de dire « Nous ciblons uniquement les plus dangereux et il en fait partie ». Quand on se place du point de vue du jeune homme, on comprend bien l'aspect négatif de la chose. Un commissaire sonne chez lui et lui annonce qu'il fait l'objet d'une nouvelle procédure de surveillance, qu'il va recevoir une lettre lui rappelant ses antécédents et lui indiquant les conséquences du prochain délit. Le message est très direct et très personnel. Nous te surveillons, nous t'avons à l'œil, donc soit tu te tiens à carreau, soit tu seras arrêté. À toi de choisir. Si je commettais un délit ou un meurtre maintenant, ils se pavaneraient. Médaille, honneur, on avait raison. C'est ce qu'ils recherchent. Ils ont reçu une subvention pour mettre en place cette théorie et ce programme. Maintenant, ils veulent des résultats. Ils doivent se justifier auprès de ceux qui ont financé ça. Sinon, ils vont couper le robinet. C'est mauvais. C'est mauvais de classer les gens, d'accuser quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas, de le traiter de meurtrier. Sérieusement. La police dit « Nous avons ce nouvel outil à notre disposition. C'est innovant et ça pourrait révolutionner notre métier. » Mais l'inconvénient, c'est que beaucoup sur la liste sont de jeunes Afro-Américains. Donc, dans cette communauté, on se dit que ce n'est qu'un exemple de plus de profilage racial. Donner des notes aux gens et les placer sur des listes n'est pas encore devenu une stratégie cybernétique. Nous en sommes à une phase préliminaire et nous déployons un algorithme qui permet de mieux comprendre la société. Avec Facebook, par exemple, il y a la possibilité de comptabiliser les likes d'une personne. Si vous êtes un homme et que vous aimez Britney Spears ou Desperate Housewives, il y a 73% de chances pour que vous soyez homosexuel. Ces informations sont obtenues par déduction de l'ensemble des likes et sont considérées comme pertinentes, au point notamment de permettre de catégoriser une personne. Imaginez si au lieu de dire « cet homme est homosexuel », l'algorithme disait « cet homme est un terroriste » et vous vous retrouvez sur la liste des terroristes, même si la probabilité n'est que de 73%. Ce qui signifie qu'il y a 27% de chances pour que vous apparteniez à l'autre groupe. Et ce qui signifie aussi qu'il y a une part d'incertitude. Nous n'avons pas la capacité d'être en contact avec des millions de gens. Les réseaux sociaux, eux, en sont capables. Leur utilisation est une arme à double tranchant. L'État et la police en sont bien conscients. Et je pense qu'au bout du compte, ils auront une longueur d'avance. Ils sauront exactement comment empêcher des milliers de personnes de participer à une manifestation. Il leur suffira de bloquer les invitations, d'empêcher leur visibilité sur les réseaux sociaux, de manipuler l'algorithme en sélectionnant les messages et les publications. Pour nous, l'intention est de se dire « on s'en fiche, de toute façon ils seront au courant, alors autant s'organiser de manière ouverte ». Mais en pratique, c'est vraiment inquiétant parce que nous n'avons aucun moyen de vérifier ce qu'ils font. Nous ne savons pas quelle est l'étendue de leur pouvoir et de leur technologie en termes de surveillance de masse et de bases de données. Au départ, on a personne tuée par balle dans une ruelle, pas de témoins. À partir de cette information, on va pouvoir retracer le crime, faire un saut dans le temps pour voir ce qui s'est passé. Ces 3 voitures sont impliquées dans le meurtre.
Nous faisons de la surveillance sur de très grandes étendues. Nous observons les grandes villes. Nous prenons une photo à très haute définition de la ville par seconde. Un peu comme avec Google Earth. Cela nous permet de revenir en arrière et de voir ce qui s'est passé. Comme nous prenons en photo une grande partie de la ville à très haute définition, nous pouvons ensuite zoomer sur l'endroit où le crime a eu lieu, voir ce qui s'est passé et suivre les véhicules et les personnes qui se trouvaient là-bas. C'est un outil très puissant. On pourrait croire à de la science-fiction, mais le principe est assez simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Nous sommes au-dessus d'une ville, à environ 3500 mètres d'altitude. Nous avons la possibilité de zoomer où nous voulons dans cette zone. Nous allons observer le moment où la policière va quitter sa maison. Elle est là. On a une voiture qui l'observe et 3 autres véhicules là. Elle s'éloigne de sa maison et tout de suite, la voiture en bleu démarre et essaie de la rattraper. Elle ralentit, prend sur sa gauche et accélère. Elle tourne encore à gauche sans que la voiture en bleu ne la voie. Puis elle prend à droite et la voiture en bleu est semée. Malheureusement, ces 3 autres véhicules la repèrent et réussissent à la rattraper. La voilà. Elle est ralentie par une autre voiture. Elle est bloquée. Un véhicule fait marche arrière devant elle. On ne sait pas s'il est impliqué dans le meurtre ou non, mais cela aura permis aux 3 autres voitures de la rattraper. Ils arrivent à sa hauteur ici et lui tirent 6 balles dans la tête et les épaules. Elle s'extirpe jusqu'à cette voiture garée ici. C'est là qu'elle va être retrouvée par la police. Ensuite, on va suivre les véhicules après l'incident. Il passe à côté de ces gens à droite et à gauche. Nous avons réussi à suivre 2 des 3 voitures jusqu'à leur destination. Donc, quelques minutes après le meurtre, nous avons déjà identifié 2 endroits. Ensuite, nous allons sur Google Earth pour visualiser les maisons et nous communiquons ces informations aux forces de l'ordre. Nous isolons la photo de la porte d'entrée et nous l'envoyons aux policiers pour qu'ils sachent où ils doivent sonner. Un jour, j'ai arrêté de me demander qui a des informations sur moi, depuis quand et pourquoi il les sauvegarde. Probablement parce que de toute manière, ça ne change rien. C'est comme avec Hollywood, les jeux vidéo et la télévision. Tout est couplé inextricablement à la réalité et fournit le support au code de base. 0, 1, j'aime, j'aime pas, acheter, ne pas acheter, coupable, non coupable. Rappelons-nous, les algorithmes n'ont pas de conscience. Et vous savez le pire? Comme je vous l'ai dit, j'ai perdu mon meilleur ami. Il était comme mon frère. Je les ai vus balayer son meurtre sous un tapis comme si sa vie ne valait rien. Et moi, j'ai été analysé par un programme à 2 millions de dollars qui a conclu que j'étais un meurtrier. Mon ami avait 18 ans quand il a été tué. Il a un fils, c'est moi qui m'occupe de lui. Le petit pense que je suis son père. Je sais pas. Mais c'est pas bon. Ça va trop loin.
faut pas croire qu'un modèle, parce qu'il est basé sur des mathématiques, parce qu'il a l'air robuste, parce qu'il a l'air de sortir de cerveau fort et bien fait, que c'est une vérité. Et un modèle n'est pas une vérité. Ce n'est qu'une approximation d'un fait réel. Les ressorts sociaux qui font que quelqu'un passe à un acte criminel sont mal connus, sont mal appréhendés. Donc avoir une prédiction parfaite à 100%, c'est pas possible. Lorsque la police utilise des données massives, elle utilise les données d'Internet. Parce qu'on ne peut pas dire que les données administratives de la police soient des données massives, dans le sens du big data. Donc ça, c'est très important de bien distinguer les choses. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la police utilise les données d'Internet pour surveiller. Mais l'impact, ce n'est pas celui sur la vie privée. C'est un impact sur le fait que tous nos désirs sont anticipés. Toutes nos actions sont anticipées. Et si toutes nos actions sont anticipées, nous n'avons plus de prise pour désobéir, pour faire de la politique avec ce type d'innovation. Si la police se met à utiliser des logiciels qui prédisent les actions des gens, c'est qu'elle part du principe que certaines personnes avec certains antécédents vont faire certaines choses. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, parce que les êtres humains peuvent changer en fonction du soutien qu'ils ont, des décisions qu'ils prennent et des rencontres qu'ils font. La police maintient l'ordre, c'est ça son travail. Elle n'est pas là pour prédire les choses, car ce n'est pas une science exacte. Son rôle se définit par un mécanisme de sanction, un mécanisme pénal. Je vais vous raconter un truc. C'est une petite histoire, bien écœurante en fait. Ils sont là à nous dicter ce qu'on a le droit de faire ou de pas faire. La musique fait partie de ces choses-là. J'ai un cousin. Il connaît des gens qui étaient impliqués dans un meurtre. Un jour, il a fait un clip vidéo et les paroles mentionnaient un meurtre. Il n'a pas commis ce crime, mais il en a parlé. Devinez quoi? Il a fait 6 ans de prison à cause des paroles de cette chanson. Et on lui interdit de faire du rap. Pourtant, la musique, c'est notre façon de nous exprimer. C'est notre seul moyen de le faire et de communiquer. On veut juste pouvoir s'exprimer. C'est vraiment dégoûtant. Ils nous laissent aucun espace. Il y a quelques mois, votre liste comptait 400 personnes. Pourquoi y en a-t-il 1500 aujourd'hui? C'est énorme. Vous avez fabriqué 1100 délinquants de plus. À qui est-ce que ça sert? À la rue? Ou aux flics? Ça vous fait plus de délinquants à enfermer, plus d'affaires à résoudre. Du coup, vous avez plus de problèmes. Vous voulez un système? Construisez un système qui m'aide à me sortir de là. Aidez-moi à aller à l'école, à monter mon entreprise. Malgré cette histoire de prédiction des délits, j'essaie de rester concentré, d'aller sur le droit chemin, de m'écarter du négatif. Je veux avancer, m'améliorer de jour en jour. J'aurais pu les laisser me transformer en gangster. J'aurais pu les laisser me changer. Mais c'est pas dans mon caractère. Ils ne me changeront pas parce qu'ils ont une théorie sur moi. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je leur prouverai qu'ils ont tort. Nous en sommes à la 3e version. Le système est en place depuis 3 ans. Nous avons fait des analyses pour étudier les différentes variables
elle est testée sur un ensemble de données pour s'assurer de l'efficacité des facteurs utilisés. C'est un programme qui ne sera jamais un produit fini, parce que nous cherchons constamment à le réévaluer et à y ajouter des données et des variables qui peuvent jouer un rôle significatif vers des débouchés positifs. C'est un exemple des efforts que notre ville fournit pour lutter contre la violence. Nous essayons d'avoir des idées créatives. Y a-t-il violation des droits civils? La question se pose toujours. Et notamment dans ce contexte de profonde méfiance entre la police et les minorités. Mon histoire ne vous parle peut-être pas parce qu'elle ne vous concerne pas. Mais si ça arrivait à votre fils, à votre fille, à votre enfant, à vous, là ça devient un problème et on commence à se pencher sur le problème. Ça ne vous intéresse pas tant que ça ne frappe pas à votre porte. Actuellement, les gens veulent bien donner ces informations. Ce n'est pas uniquement ce qu'on publie sur Internet, c'est aussi ce qu'on appelle l'Internet des objets. La maison intelligente révèle à quels horaires vous êtes absent, quand vous avez pris une douche, quelle était la température de votre bain. Votre télé peut vous écouter. Votre voiture vous dit où aller. Votre téléphone portable, c'est tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. On donne en pâture ces informations à des entreprises privées et on ne se rend pas vraiment compte des conséquences. On ne réfléchit pas à ce que ces données représentent. Pour les forces de l'ordre, c'est une mine d'or. Pourquoi passer des heures dans une voiture à surveiller les gens alors qu'avec l'Internet des objets, on sait exactement où ils sont ? C'est un monde nouveau. Actuellement, les responsables politiques et les juristes n'ont pas encore bien évalué les conséquences. Comment s'applique le 4e amendement et les lois relatives à la vie privée? Comment les lois sur les technologies mobiles vont s'appliquer alors que tout à coup votre montre se met à parler au monde? Tous les dommages collatéraux n'ont pas encore été examinés. Il faut que nous ayons un sérieux débat sur la façon dont nous allons traiter ces données. Actuellement, il faut savoir que nous mettons en place des algorithmes qui permettent d'observer la société, mais aussi de la contrôler. La surveillance a pour unique objectif d'intervenir pour diriger et réguler notre avenir. La note de Robert n'a pas bougé, il a toujours 215 points. Smurf a quitté Tottenham. La toile se nourrit et continue son développement. Elle observe, mesure, rassemble, mémorise. Un ami a écrit « Au-dessus de la ville, le ciel a la couleur d'un téléviseur qui diffuse une chaîne morte. » Il est temps pour moi de prendre congé et de rentrer à la maison. Je vais retrouver mon smartphone, mon adresse IP, mes emails, mes bookmarks, mon compte Twitter, ma page Facebook. Bienvenue dans la Matrice.